Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, propose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Bonjour Erika. Bonjour Richard. Nous sommes ravis de vous accueillir au forum organisé par le département de l'éducation de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour dans le cadre de la Semaine de l'éducation 2024. Et oui, ce forum dont l'objectif est d'apporter des réponses aux préoccupations liées à l'éducation. Mais avant d'aller plus loin, nous vous proposons de prêter une oreille attentive aux paroles de ce chant. Instruis l'enfant dès son jeune âge. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la
la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nous sommes de retour au Forum de l'éducation organisé par l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour. Et nous rappelons que ce forum est organisé dans le cadre de la Semaine de l'éducation de 2024. N'oublions pas que l'objectif de ce forum est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations liées à l'éducation. Et oui, et nous approchons à cette partie tant attendue, qui est la réponse aux questions qui nous ont été transmises. Mais avant tout, nous vous proposons d'accueillir sans plus tarder nos intervenants de ce jour. Alors nous allons débuter avec Corinne Blocaille, qui est enseignante et également responsable de l'éducation au niveau de la Fédération de la Guadeloupe. Notre deuxième intervenant est Franz César. Il est psychologue de l'enfant et de l'adolescent. Il intervient au sein des établissements scolaires du premier et second degré. Il contribue également à l'accompagnement des professeurs et des infirmiers de l'Académie de la Guadeloupe. Avec nous sur le plateau, nous avons également le pasteur Jaël Valiamé-Noël, qui est directrice de l'aumônerie des institutions scolaires, mais également directrice de la jeunesse à l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour. Notre quatrième intervenant est Ronnie Foulin. Il est professeur de physique-chimie et est également proviseur de la cité scolaire adventiste Rama. Et nous terminons avec Marie-André Marcias, qui est responsable de l'éducation à l'Union des Antilles et Guyane françaises des Adventistes du 7e jour. Nous remercions chaleureusement tous nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Mais nous souhaiterions placer ce moment entre les mains de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous invitons Corinne Blocaille à faire la première prière. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, pour ce moment, pour ce programme que tu rends possible. Nous voulons te demander de prendre le contrôle et de nous remplir de ton Esprit Saint, de façon à ce que nous soyons en mesure d'apporter ces réponses à ces questions qui nous ont été posées. Que ton Saint-Esprit donc nous anime. Nous t'avons prié en Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment phare de ce forum, qui est la réponse aux questions, moment que vous attendez sûrement. Et nous débutons avec cette première question. Comment accompagner un adolescent face aux changements auxquels il fait face, que ce soit des changements au niveau de la famille, qu'elle soit recomposée, décomposée, des changements par rapport à leur identité sexuelle, au deuil, au déménagement, au divorce. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour les aider? Je vais proposer quelques éléments de réponse. Alors déjà, quand on parle de changement, ça peut arriver, bien sûr, quand on a un groupe bien spécifique dans la question des ados. Donc on parle généralement de crise d'adolescence, etc. Mais la question a été cadrée dans un cadre de changement extérieur à l'enfant. Famille décomposée, divorce, etc. Donc je pense que le premier secret que tout spécialiste de l'enfance ou psychologie va dire, c'est la communication.
Donc, toujours ouvrir la porte à la communication. Parler, expliquer, réexpliquer, répondre, ouvrir le dialogue. Insister sur la question de dialoguer avec l'enfant. Et dans cet échange, dans ce dialogue, le parent peut préparer au changement, tant que faire se peut. Peut-être en se basant sur les changements que l'enfant a expérimentés dans sa vie passée. Par exemple, un déménagement qui a eu lieu quelques années auparavant, le changement de classe, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, le changement de saison, pourquoi pas. L'école de la nature peut aider aussi le parent à trouver des exemples concrets pour parler de transition. Quand on parle de changement, on parle justement de transition vers l'acceptation de cet état qui est nouveau. Et cette acceptation entre les deux, et bien sûr, la transition, acceptation, ça rime avec temps aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant, du jour au lendemain, accepte la nouvelle situation, s'adapte, soit positif à propos de toutes les nouvelles personnes qui vont entrer dans sa vie. On est comme dans le deuil face à une situation qui dérange, qui va entraîner différentes étapes pour pouvoir arriver à la pleine acceptation. Un autre point qu'on pourrait aussi voir, c'est que le changement n'est pas forcément toujours négatif. Dans une situation de crise, le changement peut apporter des opportunités pour aller vers le bonheur, une situation plus apaisée, plus sereine. Donc, emmener l'enfant aussi, non pas en diminuant son état émotionnel, mais en lui faisant avoir une perspective vers le futur, en lui proposant d'essayer d'imaginer quelles sont les choses que le changement peut apporter. Une chose qu'on pourrait faire de manière concrète, c'est avec la famille, proposer à l'enfant quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec la situation de problème, une nouvelle activité, ou tout simplement dans la routine de tous les jours. Si le petit déjeuner, c'est céréales et lait tous les matins, eh bien, proposer ce jour-là de s'arrêter à la pâtisserie du coin, partir plus tôt, prendre le temps de s'asseoir, proposer quelque chose de différent à l'enfant, au jeune, pour lui permettre d'avoir cette notion de changement dans sa vie, mais sorti du cadre négatif. Dans la Bible aussi. Et bien sûr, ce sera là où je vais mettre l'accent le plus fort, s'asseoir sur des exemples des personnages qu'il connaît dans la Bible, que ce soit l'histoire de Moïse, de David ou d'Élie, qui ont dû faire face à la peur, à l'anxiété, à la détresse émotionnelle. David, dans les psaumes, va exprimer, Seigneur, mon Dieu, enfin, je suis perdu. Il y a un exemple que je veux prendre avec vous qui se trouve dans le psaume 31. Et vous pouvez chercher avec moi à la maison, au psaume 31. C'est un psaume où justement David exprime, où le psalmiste exprime que ça ne va pas, que ça ne va vraiment pas chez lui. Et il exprime à Dieu qu'il se sent mal. Il commence en disant « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Le texte va comme ça. Et jusqu'au verset 22, où il va dire « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Crier vers Dieu quand ça ne va pas, c'est quelque chose que l'on doit aussi apprendre aux jeunes. Des prières honnêtes, des prières sincères, qui présentent le cœur ouvert à Dieu. Vraiment dire tout ce qui ne va pas, mettre les mots sur les mots, M-A-U-X, et permettre aux jeunes d'avoir cette connexion avec Dieu, justement à ce moment-là où ils sentent qu'ils ne savent même plus comment verbaliser ce qui ne va pas. En conclusion, à mon niveau, je ne sais pas si d'autres personnes ont quelques éléments à apporter, il y a aussi le fait de pouvoir repérer chez le jeune, les difficultés qui sont entraînées par la situation de changement. Ça peut être une incapacité à faire face au quotidien. Le jeune ne sait pas se lever le matin, il n'arrive pas à faire ses devoirs. Un jeune qui avait l'habitude d'apprendre tout seul, de réagir tout seul, ben là, il faut être derrière lui constamment. Un jeune qui va avoir des situations répétées. Il tombe tout le temps, il y a toujours des accidents, des maladies qui sortent de nulle part. Prêtez attention à cette répétition. Ou encore qui devient agressif envers lui-même. Donc on a la situation où les jeunes se scarifient, ça peut être aussi alerté, mais aussi sont agressifs envers les autres. Donc tout ça, ce sont des signes, des alertes pour les parents, pour les éducateurs, qu'il faut se tourner vers des personnes qui connaissent, qui maîtrisent le sujet, que ce soit en CMP, CMPP, psychologue, éducateur ou autre. En tout cas, accompagnons nos jeunes dans leur changement.
Nous te remercions beaucoup, Joël, de cette réponse. Et nous allons maintenant aborder un sujet douloureux qu'est le harcèlement. Que faire pour détecter un enfant harcelé? Comment l'aider à s'en sortir? Franz, tu es psychologue de l'enfant et de l'adolescent. Aurais-tu quelques éléments de réponse? Alors, le comment détecter nous confronte à la question des signes qui parlent, les signes, en tout cas les éléments d'alerte qui sont significatifs. Alors, avant de parler complètement de la manière d'accompagner, restons sur le focus du comment détecter. Voilà. Normalement, un enfant a un comportement toujours le même. Lorsqu'il évolue, lorsqu'il grandit, lorsqu'il se bâtit, quand tout va bien, son comportement est régulier. On va constater des changements liés à des étapes développementales. Okay. Donc, on a les éléments de continuité, un comportement qui dit que voilà, on est un petit fleuve tranquille avec de temps en temps des petites cascades. Bon. Le harcèlement à l'école va constituer pour ce gamin un trouble sérieux à son équilibre. C'est très important de signaler que le harcèlement est une affaire aussi préoccupante au sein des entreprises, donc dans les relations entre les adultes. Ça démarre effectivement depuis la crèche. Les comportements de harcèlement démarrent à la crèche. Donc on a un apprentissage précoce des conduites harcelantes auprès des enfants. Donc un enfant qui sera harcelé, il va avoir tendance à s'isoler. Il va changer d'expression du visage. Il sera moins épanoui. Il sera moins heureux. Il va probablement développer un trouble du sommeil en fonction de son âge. Il faut savoir, puisque je dis que dès la crèche, ça commence, même à l'école maternelle, vous pouvez vous interroger sur la probabilité que l'enfant, dès l'école maternelle, soit en situation de harcèlement. Trouble du sommeil, trouble de l'appétit, trouble du comportement, agressivité, refus d'obéissance. Tous ces signaux-là doivent vous pousser à poser la question, que se passe-t-il? Il n'est pas dit que ces signaux dont je parle maintenant, que j'évoque, que je liste là avec vous, signifient que l'enfant est harcelé. Mais ce sont des signaux qui doivent vous pousser à chercher éventuellement dans le milieu scolaire s'il ne passe pas quelque chose d'anormal. Ces signaux-là nous pousseront à vérifier en tant que parent, le parent est en première ligne. Mon chéri, mon amour, mon enfant, mon ado. Tu sais, je te connais bien, hein? Il me semble que quelque chose a bougé et a changé chez toi. Je sais à quel point tu es un enfant épanoui, mais en ce moment, je trouve que ce n'est pas tout à fait le cas. Dis-moi, mon chéri ou ma chérie, qu'est-ce qui va en toi? Je voudrais t'aider à retrouver ta joie habituelle. Quand vous présentez les choses de cette manière, vous n'êtes pas en train de faire une enquête policière. Vous êtes en train de communiquer de façon excellente à votre enfant que son bonheur est votre préoccupation numéro 1. Si donc vous avez l'habitude de vous préoccuper du bonheur de votre enfant, naturellement, vous aurez cette posture. Et tout à fait naturellement, il vous confiera, oui papa, oui maman, il se passe quelque chose à l'école. Avec un tel, avec une telle. Et, pardonnez-moi si je le dis, pardonnez-moi, cher professeur, qui éventuellement serait amené à écouter ce forum, parfois les enfants font l'objet de harcèlement de la part des professeurs, mais aussi de la part de personnel non enseignant. Donc, le harcèlement à l'école n'est pas simplement des histoires entre les élèves. Et je peux vous assurer que je prends en consultation des situations de ce genre. L'accompagnement va se poursuivre à partir du moment où on a les premières informations sur ce qui se passe à l'école. Il faut prendre très au sérieux les informations délivrées par votre enfant à ce sujet. Parce que le harcèlement à l'école peut être un motif suffisant de suicide. Tout comme c'est le cas en entreprise. Tout comme c'est le cas dans le harcèlement conjugal. Donc, c'est une problématique humaine qui traverse les époques. Ce n'est pas une question à faire. Prenez le temps d'aller vérifier avec le professeur, avec les responsables d'établissement. Mon enfant me dit qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'aider? Attention,
Prenez égard aux méthodologies qui nous sont données par le ministère de l'Éducation nationale pour ne pas faire d'erreur. Parce que les enfants harcelés ont peur d'une chose, c'est d'être isolés plus encore, parce qu'on va les stigmatiser. Beaucoup d'enfants harcelés ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur des conséquences que nous n'allons pas maîtriser. Donc la méthodologie doit faire très attention au fait que cet enfant ne sera pas 2 fois victime à la fois du harcèlement, mais à la fois d'avoir révélé son harcèlement. Donc la méthodologie est très précieuse. Et on va jusqu'au bout pour obtenir des résultats. Parce qu'il faut donner des résultats à ce gars. Il n'est pas question qu'ils reviennent à la maison et que le harcèlement se tue. Nous avons également dans nos structures des enfants qui ont des difficultés au niveau de leur scolarité. Maintenant, concernant leurs parents, quels accompagnements sont mis en place pour les aider? Parce que nous avons des enfants qui sont dyslexiques, des enfants à haut potentiel, des jeunes qui sont hyperactifs ou encore porteurs de handicap ou même qui ont des troubles au niveau affectif. Comment faire pour aider leurs parents concrètement? Ouais, très bonne question. Effectivement, les parents d'élèves à besoins particuliers, ils ont besoin d'aménagement, ils ont besoin d'accompagnement, mais ils ont également besoin de beaucoup de soutien. Alors, il existe déjà au niveau du Code de l'éducation plusieurs dispositifs qui permettent à l'enfant d'évoluer dans un cadre équitable. On ne peut pas malheureusement parler d'égalité parce que nous savons que sur la ligne de départ de la vie scolaire, que les enfants ne sont pas sur un même pied d'égalité. Il y a des troubles, il y a des facteurs, il y a des enfants qui sont en situation de handicap, il y a des enfants qui ont des problèmes affectifs également. Donc il faut mettre en place toute une batterie d'accompagnement, de soutien, de dispositifs pour parler d'équité scolaire, pour que tous les enfants soient au même niveau, au même point au niveau de l'équité. Alors les équipes pédagogiques doivent absolument mettre en place toute une série de dispositifs et de textes réglementaires. Au niveau du Code de l'éducation, ce code affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire. En France, on parle d'inclusion scolaire, tous les enfants doivent être scolarisés. Alors, de la même manière, bien sûr, on ne fera pas de distinction entre les enfants, d'où les aménagements et d'où les dispositifs d'accompagnement. Quels que soient les besoins particuliers, on peut avoir un trouble comme la dyslexie, on peut avoir des élèves HPI, des élèves à haut potentiel intellectuel, et ce n'est pas toujours un atout. Il y a beaucoup de difficultés inhérentes au fait d'être HPI. Il y a également des soucis au niveau de l'hyperactivité, on parle de trouble d'hyperactivité. Il y a des élèves qui sont porteurs de handicap, et il y a souvent, au stade de l'enfance et de l'adolescence, des problèmes au niveau affectif. Alors, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement soit adapté à la scolarité de chaque enfant. C'est à l'école. Alors, bien sûr, il est très important, il est essentiel, il est fondamental de former convenablement les enseignants à ces différentes problématiques. Pour une prise en charge efficace, mais aussi efficiente des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les établissements scolaires, chaque établissement doit veiller à la mise à jour des connaissances des différents acteurs et des différents éducateurs de l'établissement. Alors, au niveau des élèves à besoins particuliers, il faut que les parents sachent qu'ils peuvent bénéficier d'aménagements divers. Certains peuvent avoir une aide humaine, quelqu'un qui va accompagner dans les actes divers de la scolarité, les actes de la vie, dans les actes éducatifs, mais aussi le fait d'aller à la cantine, d'aller aux toilettes, d'aller au CDI, de prendre le bus. On peut aussi avoir une majoration du temps pour les activités éducatives. On parle de tiers-temps pour les examens, pour les différentes activités, pour les préparations aussi. On peut aussi adapter les polices d'écriture pour qu'elles soient vraiment bien, pour permettre à l'élève d'être en pleine mesure de ses capacités de lecture. On peut également attribuer des photocopies parce que certains élèves qui ont des troubles
ont du mal à écrire, ont du mal à s'organiser dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc il est bon que les éducateurs fournissent du matériel pédagogique et s'assurent que la prise de notes, en fait, que les connaissances soient bien organisées. Au sein de l'établissement, on peut avoir des accompagnements avec des orthophonistes, avec des ergothérapeutes, avec des référents autistes. Il faut savoir qu'il y a également des élèves autistes dans les établissements scolaires et leurs parents doivent être vraiment pleinement rassurés parce que tous ces élèves-là réussissent. Et il peut y avoir d'autres professionnels au sein des établissements. Alors, au sein de nos établissements adventistes, nous avons la chance d'avoir un service d'aumônerie qui peut apporter une permanence psychologique. Il y a également des dialogues, une communication très intéressante et très bienveillante au niveau des services d'infirmerie. Ça, c'est également très positif. Et puis, on peut aussi avoir des psychologues itinérants qui aident, qui sont des atouts maîtres au niveau des écoles adventistes. Alors, la loi nous oblige, nous contraint également à adapter les locaux pour permettre l'accueil des élèves en situation de handicap. Alors, parfois, il faut abattre des murs, rajouter des ascenseurs, mettre des rampes pour que l'école, les classes soient vraiment adaptées et permettent aux élèves en situation de handicap de venir en classe et de s'épanouir. Un élève en situation de handicap peut, par exemple, réaliser les cours d'éducation physique et sportive, sans problème. Pour terminer, il faut accompagner les parents, il faut les rassurer. Tous les parents n'ont pas accès à l'information. Donc c'est le rôle de l'école, au niveau du dispositif école des parents, d'informer, d'accompagner les parents d'élèves à besoins particuliers et leur dire que chaque enfant peut réussir, quelles que soient ses difficultés, avec l'aide de Dieu. Parlons maintenant sexualité. À partir de quel âge la sexualité peut-elle être enseignée dans les écoles adventistes? Franz, je me tourne à nouveau vers toi. Alors, la question de la sexualité est extrêmement simple à traiter. Mais dès lors qu'on l'évoque, pour certaines personnes, ça devient un sujet de crispation. Alors, la question tourne en fait précisément, en tout cas se focalise sur l'éducation à la sexualité et non pas l'éducation aux pratiques sexuelles. C'est pas pareil. En réalité, la première composante identitaire que l'Éternel, que Dieu a exprimée concernant l'humain, c'est qu'il est sexuel. Genèse chapitre 1 et le verset 27. Mâle et femelle, il l'a fait. Donc, c'est un élément extrêmement important dans notre construction en tant qu'être humain. Et le Seigneur est en train de dire, cet élément essentiel qui se trouve au centre du corps va déterminer beaucoup de choses. Il faut savoir qu'en fait, que les préoccupations de l'éducation nationale et de tout dispositif d'enseignement, y compris au sein des écoles adventistes, se préoccupent de la qualité selon laquelle on va se préparer à l'enseignement autour des questions de la sexualité. Alors, les personnels de l'éducation, en général, sont formés en fonction des niveaux de classe. Qu'on soit maternel, qu'on soit au primaire, qu'on soit en collège, qu'on soit en lycée, la question de l'éducation à la sexualité est une préoccupation parce que la sexualité fait partie de la vie. Ça fait partie de la santé. La sexualité n'est pas nécessairement liée au passage à l'acte sexuel. Mon identité sexuelle passe par le fait que je suis un garçon ou que je suis une fille. Que les petits garçons et les petites filles, à un moment donné, vont être intéressés par la découverte de la différence. Les enfants, naturellement, de même, sans consulter personne, questionnent le fait de la différence du genre. Et on voit ça apparaître, évidemment, autour de 3 ans, et ça se calme autour de 6 ans. Évidemment, il est important d'intégrer à l'éducation de la sexualité tous les menus qui sont au programme et que vous pouvez retrouver dans le code de l'éducation. Je crois qu'il y a connu une révision en 2022. À ce sujet, il est question d'enseigner la responsabilité, il est question d'enseigner la protection de soi, il est question d'enseigner le fait de respecter autrui, il est question d'enseigner et d'apprendre à comprendre le processus de la vie, de comprendre comment la transmission de génération en génération se fait entre les hommes et les femmes.
Les enfants ont aussi besoin, dans l'enseignement à la sexualité, de comprendre tous les risques auxquels ils peuvent être exposés dans les relations sociales, dans les relations humaines, de la part des adultes, mais aussi entre enfants. Il faut savoir, et ce sont des constats que nous faisons au sein de nos études en cabinet en libéral, avant 10 ans, certains enfants font des expériences sexuelles. Et les enfants ont besoin qu'on les alerte sur le fait que ces expériences sexuelles ne sont pas justifiées à cet âge-là. Comment certains enfants en arrivent-ils à ces expériences? Tout simplement parce que parfois des adultes les exposent à des scènes, les exposent à de la pornographie. Tout ça fait partie de l'éducation à la sexualité. On ne parle pas de pratiques sexuelles, mais on parle de comportements déviants et on parle surtout de les protéger, de les préparer à vivre ce qu'on appelle la préparation à la période amoureuse qui va arriver à l'adolescence. Et là, c'est un autre programme. Comment vas-tu considérer les camarades de classe vis-à-vis desquels tu ressens des frissons, que ce soit une fille, que ce soit un garçon? Comment tu vas gérer les pulsions? Et qu'est-ce que cela signifie dans le fait que tu grandisses? Tout ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Et bien évidemment, au sein des églises adventistes du 7e jour, il est question aussi de préparer nos jeunes à appréhender de la façon la plus harmonieuse qui soit leur propre identité sexuelle et leur rapport à la sexualité avec ce qu'on peut appeler leur futur conjoint ou leur futur conjoint. Une autre question se pose, cette fois-ci par rapport à nos institutions scolaires. À quoi sert le triple A à une institution scolaire adventiste française et quelles sont les retombées? Alors, c'est une question très pertinente et j'apprécie qu'on puisse la poser. Ça montre qu'il y a de l'intérêt pour nos institutions scolaires. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'organisation de l'Église adventiste, il y a ce qu'on appelle le triple A. Et le triple A, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, Association d'accréditation des institutions adventistes. Cette institution, cette association a pour mission d'évaluer les institutions scolaires, les universités, les écoles adventistes. J'ajouterai que toute institution adventiste a été créée dans un but particulier et doit faire vivre son caractère propre. Ce n'est pas l'école de Monsieur Tartampion, mais par exemple Monsieur Foulin, qui est proviseur de la cité scolaire à Rama. Il a été mandaté par l'Église adventiste pour faire fonctionner cet établissement. Il doit en rendre compte. Et c'est ainsi que cette commission, cette instance, cet organe a été mis en place, le triple A, pour s'assurer que chaque institution scolaire est dans la trajectoire posée par l'Église adventiste. Alors concrètement, cela se fait comment? Eh bien, une commission est organisée déjà à l'échelle locale par l'union, par chaque union, pour évaluer cette école. Et donc, elle comprend des personnes de notre territoire, pas celui où évolue cette école. D'accord? Et puis, elle a pour mission de passer au peigne fin tous les éléments de cette école sur le plan pédagogique, infrastructure, financier, spirituel. Prendre le temps pendant 2 jours ou plus pour s'assurer que cette école fonctionne comme il faut. Alors, je sais que la question a été posée parce qu'on s'attend forcément à un bonus. Parce que tout investissement nécessite un bonus. Mais le bonus, c'est que vous aurez ceux qui ont évalué cette école ont aussi le mérite de vous conseiller. Vous savez que généralement, quand on évolue dans un cadre, il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous êtes dans une maison tous les jours, vous fonctionnez, vous n'allez pas peut-être voir que cet arbre est en train de tomber, qu'il y a une difficulté particulière. Mais ayant une équipe qui a un regard nouveau, un regard neuf, qui arrive dans cette école, il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas prêté attention.
Et cette équipe va vous faire, va vous dire voilà, et puis va vous accompagner. Tout au moins, au sein des Antilles-Guyane françaises, nous nous attelons non seulement à évaluer, mais aussi à conseiller, à être une instance de conseil. Donc, on gagne au change, on gagne. Même si on n'a pas un trophée, on n'a pas une médaille à la fin, forcément, mais on a gagné en excellence. On a gagné en excellence, on est sur le chemin de l'excellence et je pense que ça a du mérite. Donc, ne nous arrêtons pas forcément. L'Union des Antilles-Guyane françaises, le AAA peut aussi donner un bonus si les conditions le permettent, mais je pense que ce à quoi on doit s'attendre le plus, c'est de pouvoir recevoir des conseils qui vont aider à croître en compétences. Voilà. Nous passons maintenant à la question suivante. Quels sont aujourd'hui les grands défis de l'enseignement adventiste? Comment pouvons-nous aider en tant que parents et Église? Je me tourne vers toi, Corinne. Tu es à la fois enseignante et directrice de l'éducation en Guadeloupe. Quels éléments peux-tu nous apporter? Alors effectivement, l'enseignement adventiste connaît un certain nombre de défis. Et ces défis, il faut savoir qu'ils vont varier en nature et en intensité en fonction des caractéristiques de l'établissement, en fonction de la taille de l'établissement, en fonction du nombre d'élèves accueillis, de l'effectif du personnel, mais aussi en fonction de son statut. Alors l'un des premiers défis que l'on rencontre au niveau de l'enseignement adventiste est un défi financier. La santé financière de nos écoles est en effet fragile et encore plus fragile pour nos écoles qui sont hors contrat. Et comment l'Église peut aider, comment les parents peuvent aider à ce niveau-là? Alors, il y a certaines églises qui accompagnent financièrement les écoles. Nous les encourageons, déjà nous les remercions, mais nous les encourageons à continuer à accompagner parce que nos écoles en ont besoin. Et nous demandons aussi, alors nous insistons aussi auprès des parents d'élèves sur le fait que certaines écoles, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, les écoles hors contrat, financent leur activité avec les frais de scolarité. Et nous encourageons les parents à faire preuve de régularité, de sérieux, justement dans le paiement de ces frais qui permettent justement aux écoles de subsister. Nous pouvons aussi accompagner ces écoles en continuant à promouvoir l'institution, l'institution scolaire adventiste. Nous pouvons accompagner également, un parent qui voudrait accompagner, par exemple, peut proposer aux écoles de faire du bénévolat. On peut faire des dons à l'école pour qu'elle évolue et ça l'aide à maintenir une bonne santé financière. Un deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est la préservation du caractère propre. La sœur Marie-André le disait tout à l'heure, nos écoles ont une identité, nous sommes des écoles adventistes et parfois ces écoles doivent concilier la préservation du caractère propre avec l'adaptation aux évolutions éducatives et également avec, comment on va dire ça, avec toutes les évolutions qu'il y a et parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'elles doivent rester compétitives aussi, donc ça peut être parfois compliqué. Un troisième défi auquel nos écoles sont confrontées, c'est la concurrence. On parlait tout à l'heure de compétitivité. Nos écoles sont concurrencées par d'autres écoles fondées par des communautés, d'autres communautés religieuses. Et pour aider à cela, justement, pour nous aider à ce niveau-là, nous devons continuer à promouvoir nos écoles, mais faire aussi attention aux discours que nous tenons à l'extérieur sur nos institutions, parce que parfois, ce sont nos propres propos qui desservent nos institutions. Nos écoles sont aussi des centres missionnaires et ont besoin de soutien et de prière. Donc, voilà ce qui est pour les défis et sur les moyens qu'on pourrait engager pour pouvoir accompagner nos écoles. Et si vous permettez, je pourrais ajouter quelque chose. Il y a notre société en pleine mutation. Il y a donc il faudrait aussi que nos écoles ont besoin de trouver leur place dans cette société qui change, comment faire rester dans le cadre de notre mission et en même temps être dans la créativité, dans l'innovation, pour offrir un enseignement de qualité, et alors que ça bouge. C'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, une petite pause s'impose, et cette pause sera musicale avec ce chant que nous vous proposons de découvrir ou d'écouter, si vous le connaissez déjà, le meilleur pour cette génération, qui est le chant thème de l'éducation au niveau de l'UAGF et qui a été composé par des jeunes de notre union.
Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes dans le cadre de la semaine de l'éducation 2024 et vous êtes en train de regarder le forum organisé par le département de l'éducation de l'UAGF. N'oublions pas que l'objectif de ce forum est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations liées à l'éducation. Et nous profitons d'ailleurs de cette opportunité pour mettre à l'honneur toutes ces personnes en fait, qui contribuent à cette éducation en fonction d'éducateurs, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de l'école et au niveau des familles. Nous allons maintenant poursuivre nos questions et nous allons passer à cette question. Comment faire preuve de pédagogie face à la désobéissance d'un enfant? Cette désobéissance peut se manifester dans le cadre de la famille ou de l'école. Je crois que c'est une question pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi. Eh bien, je me fais le plaisir de te répondre.
La désobéissance est nécessaire au développement de l'individu. Si votre enfant ne désobéit pas, il y a un très gros problème à la maison. Si l'enfant ne désobéit pas à l'école, on a un très grave problème pour l'instruire. Parce que la désobéissance fait partie intégrante, profondément, de ce qui est nécessaire pour apprendre la soumission. La désobéissance n'a pas la même signification en fonction de l'âge de l'enfant dont on parle. Cela signifie que la désobéissance ne sert pas la même cause, ne vise pas la même qualification en fonction de l'âge de la personne dont on parle. D'ailleurs, dans le monde du travail, un bon ouvrier qui fait précisément ce qu'on lui demande va échouer la mission. Parce que la réalité va lui dire « ça ne marche pas comme ça ». Je vais vous expliquer. Si on parle d'un enfant qui n'a pas encore 6 ans, on parle d'un enfant en dessous de 6 ans, il faut savoir que l'obéissance et la soumission ne font pas partie de son patrimoine comportemental acquis à la naissance. Donc, tout à fait naturellement, cet enfant ne comprendra pas. Il a besoin d'être qualifié. Il va déclencher des tempêtes émotionnelles lorsque la réalité va se confronter à ses désirs. Il a besoin que vous soyez disponible pour encaisser avec lui la tempête émotionnelle. Mais vous devez tenir bon sur le choix que vous avez fait pour permettre à cet enfant d'apprendre à la maîtrise de soi. Et ça va venir au fur et à mesure. Un enfant qui se situe entre 6 ans et 12 ans. Okay? La désobéissance va être problématique à ce moment-là. Parce qu'un enfant entre 6 ans et 12 ans a besoin d'apprendre les fondamentaux scolaires. Ce qui signifie que l'éducation n'a pas permis de mettre en place la soumission. Le parent, à ce moment-là, c'est lui qui a un problème. C'est pas le parent. Le parent a donc besoin qu'on l'aide à se qualifier. Enfin, à l'adolescence, le fait qu'on devienne insoumis est nécessaire pour se différencier de papa et de maman. Et pour faire l'expérience de la vie selon d'autres critères de valeur, parce que les parents n'ont pas nécessairement donné précisément tout ce dont ils avaient besoin. Et d'ailleurs, dans Exode, il est dit, il y a un moment, tu dois remettre en question ce qu'on t'a donné pour faire ton chemin. Donc, en fonction des enjeux, de l'âge, on va traiter différemment. Mais n'y a-t-il pas un seuil quand même d'insoumission? Parce qu'un enfant qui se rebelle à tout ce que lui disent ses parents, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi là? À ce moment-là, cela signifie que les procédés éducatifs, les méthodes éducatives que les parents utilisaient n'ont pas été adéquates pour construire la soumission. À ce moment-là, c'est le parent qui a besoin de moi. Merci pour ces réponses. Et une question toujours par rapport à nos jeunes, qui nous savons ont différents centres d'intérêt. Comment susciter chez le jeune cet intérêt pour l'enseignement biblique et pour l'étude de la parole de Dieu? Moi, je vais répondre avec Proverbe 22, verset 6. Ainsi, l'enfant de son jeune âge, selon la voie qu'il doit suivre, il sera vu, il ne s'en détournera pas. Ce verset qui est connu, je pense, que de tout bon chrétien ou lecteur de la Bible, nous donne quelques pistes. Commencer tôt, exposer l'enfant très tôt, avec des supports appropriés. Ici, j'ai une Bible illustrée, parce que je fonctionne avec des jeunes. À rechercher à être, non seulement à donner à l'enfant de l'instruction mentale, mais être un modèle d'habitude dans la lecture de la Bible, dans l'étude de la Bible, par le jeu, par le chant. Être un modèle de zèle et de passion pour l'évangile également. Être toujours joyeux, c'est aussi quelque chose qu'on apprend aux enfants. Bon, l'étude de la Bible devient un moment ennuyeux, qui est lourd, que le jeune ne veut pas, sans que son parent, même pour lui, c'est forçant, on ne lui donne pas envie d'y aller. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 40, que l'étudiant doit pas forcément dépasser le maître, mais au moins être un imitateur du maître. Donc ça veut dire que nous devons être capables de transmettre cet amour pour l'étude de la Bible et être vrai.
Alors, c'est bien de prêcher, mais c'est surtout bien de pouvoir être vrai devant le jeune. Il a besoin de pouvoir voir en face quelqu'un qui dit, voici exactement ce que je vis en tant que chrétien. Parfois, je tombe, parfois, je me relève, parfois, j'avance, mais je suis vrai. Parce que si je n'apprends pas au jeune à confesser son péché, à être vrai devant Dieu, il aura peur de Dieu. Et s'il a peur de Dieu, il ne voudra pas apprendre à le connaître. Construire donc cette relation avec Dieu, par la Bible, avec la Bible, par Dieu. Parce que la Bible, c'est la révélation de Dieu. C'est une introduction à qui est Dieu. Et au lieu de dire aux jeunes, que sais-tu à propos d'Abraham, transformer la question et lui amener à dire, que t'apporte l'histoire de la vie d'Abraham? Parce que Abraham, c'est un personnage réel qui va pouvoir donner aux jeunes de la guidance pour sa réalité du quotidien. Emmener le jeune à entrer en contact avec cette Bible-là qui est vivante, qui est vibrante et qui peut lui donner du sens. Et puis, si je peux me permettre, si notre vie n'est pas heureuse, comment pourrions-nous être un porte-parole de la Bible? Parce que la Bible a pour première vocation nous apprendre à être heureux sur terre. Tout à fait, tout à fait. Donc notre exemplarité de bonheur sera le plus puissant moyen de leur dire, tu sais, en étudiant la Bible, voilà quelle personne je suis devenu. Et ça suffira. Tout à fait. Magel, nous te remercions beaucoup pour ces éléments de réponse. Merci aussi à toi, Franz, pour ce complément. Nous avons parlé d'une question qui ciblait les jeunes et maintenant nous allons nous intéresser aux adultes. Comment prendre en considération le bien-être du personnel enseignant et non enseignant? Et là, je me tourne à nouveau vers Franz. Eh bien, je me réjouis que tu puisses me poser cette question parce que, entre autres choses, je travaille de façon perpétuelle, chaque semaine, chaque jour parfois, à contribuer à l'amélioration du bien-être des professionnels de toutes sortes d'entreprises, que ce soit des entreprises du public, que ce soit des entreprises à caractère privé. Et évidemment, l'institution scolaire, c'est un lieu de travail. Donc, c'est une question que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, je continue de me former sur ces questions pour être le plus opportun possible pour aider les gens à vivre bien au travail. Alors, qu'en est-il? La question du bien-être au travail n'est pas nouvelle. C'est une préoccupation qui a plus de 20 ans, bien plus encore. Mais il y a 22 ans précisément, le gouvernement français a décidé qu'il fallait introduire dans la conduite du bien-être au travail les questions liées aux relations humaines, les questions liées aux risques psychosociaux. En fait, qu'en est-il? Le bien-être au travail n'est pas une option, c'est une condition à l'efficience. C'est une condition pour bien produire. On a constaté avec toutes les études, lorsqu'on se sent mal au travail, on produit moins bien, on produit en moindre quantité. Donc, c'est une perte pour l'entreprise. Il faut considérer attentivement que le personnel d'éducation n'est pas là pour faire des choses, mais est là pour bâtir des êtres humains. Tout à fait. Construire des enfants à devenir des adultes en bon état. Ce qui signifie que si le personnel enseignant et non enseignant n'est pas bien dans ses baskets, le rapport à l'enseignement et à l'accompagnement éducatif va être un problème. Toute difficulté inhérente à la vie du travailleur au sein des établissements scolaires va se décliner dans les salles de classe. À ce moment-là, il faut actionner les principes fondamentaux qui nous sont donnés par le Code du travail, mais aussi par les accords nationaux interprofessionnels. Je vous les liste en 5 secondes. Il faut donner de bonnes conditions matérielles. C'est un combat. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Laurie Blogain lui disait, c'est un enjeu. Nous devons aussi donner les moyens pédagogiques adaptés au programme. Un professeur qui n'a pas tous les moyens nécessaires pour le programme est en situation difficile. Nous devons aussi nous assurer qu'il y a une adéquation entre la vie privée et la vie du travailleur. Ce qui signifie que le proviseur qui est ici sait très bien que si l'emploi du temps n'est pas adapté à la vie des gens, ça va poser des problèmes. Nous devons aussi nous assurer que dans les établissements scolaires, les travailleurs puissent s'asseoir et discuter des conditions d'exercice pour améliorer leur bien-être. Et enfin, offrir des perspectives de carrière pour qu'une personne qui fait un métier au sein d'un établissement puisse évoluer vers un nouveau métier. Et ça se passe dans le champ de la formation professionnelle. Merci pour cette réponse. Et pour rester sur cette même lancée, une autre question. Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour motiver la jeunesse adventiste à travailler dans nos écoles?
Très bien. Sommes-nous fiers de notre système d'éducation déjà? C'est une belle question. C'est vrai. Nous devrions tous être fiers de notre système, car il s'agit d'un système éducatif qui est parmi les plus importants dans le monde. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que nos jeunes le savent? Notre système a plus de 1,5 million d'étudiants, 80 000 enseignants, environ 120 centres universitaires et 7 700 écoles secondaires et primaires. Ça fait beaucoup, c'est énorme. Et pour inciter la jeunesse adventiste à travailler dans nos écoles, il faut qu'elle soit fière. On est d'accord? Tout à fait. Notre jeunesse doit être fière d'appartenir à notre communauté et nos établissements scolaires, moi je le dis, c'est le premier postulat, doivent être valorisés dans nos églises. Amen. Amen, amen. On peut ainsi cultiver le sentiment d'appartenance à une grande et belle institution en organisant des voyages de découverte. Tout à fait. Des voyages de découverte de nos universités à travers le monde, de nos écoles adventistes. Chaque école de nos différents champs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, doit organiser des journées portes ouvertes. Parce qu'il faut donner envie aux jeunes de voir qu'est-ce qu'il y a de bien, de beau dans nos écoles. Alors pour attirer, il faut faire briller. Nos écoles doivent être bien entretenues. C'est très important. Elles doivent avoir un bon rayonnement. Elles doivent accompagner les jeunes à la réussite dans tous les domaines de la vie. Yes. Il est très important, chers amis, que nous communiquions positivement pour valoriser les enseignants et les éducateurs au sein de l'Église. Car avec l'évolution de la société, le métier devient de plus en plus difficile. Très vrai. Il faut cultiver les synergies entre l'école et l'Église afin que nos jeunes aient envie de s'engager dans la mission de l'éducation. Un système de bourse, pour finir, pour nos élèves adventistes permettra également d'augmenter le vivier d'élèves adventistes pour ainsi envisager sereinement une relève pour nos écoles. Merci Ronnie pour cette réponse. Et s'il y a des jeunes, des étudiants qui nous ont écoutés, qui sentent qu'ils ont la fibre de l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous lancer dans ces études et n'hésitez pas aussi à venir travailler dans nos écoles adventistes. Et peut-être se rapprocher du proviseur, des proviseurs suivant le champ ou du directeur si c'est une école primaire ou bien du département de l'éducation de la Fédération Mission. Voilà, l'appel est lancé. Il n'y a pas que l'enseignement qui doit faire fonctionner l'école. Voilà. Il y a des gestionnaires, il y a des comptables, il y a des informaticiens, il y a des bibliothécaires. Donc il y a tout un champ de métiers possibles. Te remercions, Jaël, grandement pour ce compliment. Tout à fait. Je regarde maintenant Marie-André, parce que j'ai une question pour toi. Toi qui es directrice de l'éducation au sein de l'UAGF. Mais je t'écoute. Quel accompagnement prévoit le département de l'éducation pour la formation des enseignants quand celle-ci n'est pas éligible au compte personnel de formation, le CPF? C'est une question très pertinente parce qu'elle est en lien avec ce que nous venons de dire, le recrutement, préparer la relève. En fait, l'Union des Antilles et Guyane françaises avait déjà anticipé sur cette question parce que dans le Vadémécom, que vous connaissez, qui est le guide des leaders des institutions scolaires, on avait déjà indiqué une répartition. Alors ça se passe comment concrètement? Lorsque quelqu'un a un projet de formation et qui n'est pas éligible, comme tu dis, par le compte personnel de formation, eh bien, il va voir son chef d'établissement et lui soumet son projet. Et ce projet, s'il retient l'attention du chef d'établissement, s'il est pertinent plutôt, il est voté au conseil d'administration. Il est présenté au conseil d'administration. Dès lors où ce projet a été présenté à ce conseil d'administration et voté, il y a une demande qui est adressée par le responsable de l'éducation de la fédération où évolue cette école et qui fait la demande à l'Union. Si les fonds le permettent, l'Union peut accompagner cet enseignant.
peut accompagner cet enseignant. La fédération aussi, où évolue cette école, a aussi une participation, l'intéressé lui aussi à sa participation et ainsi l'établissement aussi. Donc c'est une participation quadripartite. Par exemple, je peux donner des chiffres au niveau de l'UAGF. On peut aller, si on le peut, jusqu'à 25%. Au niveau de l'organisme de gestion aussi, 25%. Au niveau de l'établissement, 20%. Et au niveau de l'intéressé, 20%. Mais ce sont des chiffres, mais on ne peut pas servir tout le monde. S'il y a 100 personnes pendant une année demandant, donc ce sont les premiers servis, donc il faut s'asseoir. Mais ça existe. Ça existe, on a déjà accompagné pas mal de jeunes qui veulent se lancer ou qui évoluent au sein d'un établissement scolaire. Ça, c'est déjà fait, dans la limite des fonds disponibles. Alors, est-il possible que tu nous remontres juste le livre et que tu nous dises son nom et où nous pouvons le trouver si une personne qui nous écoute est intéressée? Alors, ce n'est pas un livre qu'on va trouver dans les librairies. C'est un livre qui concerne les leaders, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les responsables d'éducation au niveau des fédérations, missions, les organismes de gestion, les gestionnaires. Enfin, c'est une propriété exclusive de ces personnes qui doivent donner trouver réponse pour leur fonctionnement. Voilà. Donc si une personne a besoin d'un complément d'information par rapport à ce que tu viens de dire, cette personne vient directement s'adresser à l'un d'entre eux. Va s'adresser à son chef d'établissement si c'est quelqu'un qui évolue au sein d'un établissement scolaire. Si c'est quelqu'un qui est d'une église, il peut se rapprocher de son responsable d'éducation. Voilà. C'est bien de le noter. Merci beaucoup pour ces réponses. Et une autre question maintenant par rapport, cette fois-ci, à l'estime de soi, parce que nous savons que c'est quelque chose qui est quand même important dans le développement de l'individu. Est-ce que l'estime de soi est une affaire exclusive, en fait, de la famille, ou bien est-ce que l'école, elle aussi, a son rôle à jouer? Très belle question que vous posez là. Je remercie la maman, le papa, qui a posé cette question, puisque nous sommes en train de répondre à des préoccupations de parents d'élèves. Et c'est un... Ou des membres d'église aussi. Ou des membres d'église, mais qui habituellement ont eu l'occasion d'être concernés par ces sujets liés aux enfants. Alors, il faut savoir que l'estime de soi n'est pas une problématique d'enfant. C'est une problématique humaine qui traverse tous les âges. La question de l'estime de soi se pose à toutes les étapes de la construction de l'être humain, jusqu'à sa mort. Et il faut savoir que la question de l'estime de soi est au cœur même de notre identité en tant que croyants. Nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Nous sommes donc nos élèves. Sont les élèves merveilleux. Et nous sommes, en tant qu'intervenants, même psychologues en libéral, des créatures merveilleuses appelées à s'occuper de l'être humain. Alors, l'école, l'établissement scolaire, en général, c'est un sanctuaire au sein duquel personne ne doit se sentir menacé, en danger, abîmé. Beaucoup d'élèves arrivent dans nos établissements scolaires abîmés. Hélas. Malheureusement. Bon, alors, puisqu'on est dans ce sanctuaire et que nos professeurs sont également sensibilisés à ces questions, il faut savoir que au sein des établissements en Guadeloupe où je travaille, mais également au sein de l'Union, c'est une préoccupation. Et ça fait très longtemps que je connais Marianne Devarcia sur ces questions-là. Il y a longtemps qu'on en parle. Il nous faut prêter une attention spéciale. Une estime de soi problématique va contrarier les apprentissages. Parce qu'une partie de l'énergie nécessaire pour se concentrer sur les apprentissages va disparaître. Parce qu'apprendre, c'est de l'énergie. C'est vrai. Une estime de soi problématique dans la classe va aussi être un problème pour les relations sociales. Très vrai. Donc, il nous faut avoir une attention spéciale sur cette question. Comment accompagner la problématique de l'estime de soi? Le professeur dans la classe est le premier garant de la protection des élèves. Et lui-même doit faire attention à ne pas être une occasion de chute. Parce que mon maître à moi, mon Jésus, a dit, si tu blesses un de mes enfants, tu mérites qu'on t'attache une meule autour du cou et qu'on te jette au fond de la mer. C'est dire à quel point c'est un sujet de très haute importance. Donc nous devons cultiver cela dans nos rapports entre nous, entre les membres de la communauté scolaire enseignants, entre les membres de la communauté scolaire non enseignants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Tout le monde, on doit faire attention à n'abîmer personne. Nous sommes des pierres précieuses et nous devons veiller à ce que les autres le demeurent. Yes, très bien, très vrai.
Si je peux me permettre, en fait, on parlait tout à l'heure de l'estime de soi. Comme, est-ce que c'est une affaire de la famille ou de l'école? L'enfant passe 8 heures quand même à l'école, énormément de temps à l'école, et il se joue beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants, et pardonnez-moi le terme, ont été bousillés par des enseignants ou par des systèmes qui les dévalorisaient. Et nous, on a ce rôle de, allez, je vais dire ça comme ça, ce rôle de réparer des brèches parfois. Et un enfant valorisé, c'est un enfant, comme Franz disait, c'est un enfant qui, au final, est totalement ouvert à l'apprentissage, qui se sent libre d'être qui il est dans la classe. Oui. J'aimerais ajouter au niveau de l'enseignement aux valeurs de la Bible. Dans le processus scolaire, dans le curriculum, cette question d'estime de soi est présente tout au long du collège jusqu'au lycée. Et je pense que aussi de les classes primaires, ça va rentrer dedans pour les prochaines années, où cette question-là est présente, l'acceptation de soi, qui je suis, où je vais, et comment la valeur que j'ai déjà à mes yeux et aux yeux des autres. Eh bien, je vous remercie grandement pour toutes ces réponses concernant ce sujet ô combien important qu'est l'estime de soi. Quand un jeune, un adolescent se construit et qu'il est dans un groupe, puisqu'à cet âge, on a un fort besoin d'appartenance, quand le groupe est bienveillant, ça permet à ce jeune de bien construire et d'avoir une excellente estime de soi. Et en parlant de groupe, eh bien, je vous invite à regarder cette magnifique chorégraphie provenant d'un groupe qui nous vient de la Guyane. Je m'appelle Stéphanie. Moi, c'est Soraya. Je suis Aurélie. Nous allons vous présenter une chorégraphie intitulée Tenez-moi. Regardez autour de vous. Voilà la famille de Dieu. Toi et moi, dans la joie. Toi et moi. Unis par le don de sa vie. À la croix, l'amour a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis en Jésus-Christ. Oh. Je suis en Jésus. Toi et moi. Toi et moi. Unis par le don de sa vie. À la croix, l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes les bienvenus et que vous vous trouvez bien à ce forum de l'éducation organisé par l'UAGF dans le cadre de la semaine de l'éducation de 2024. Et ce forum a pour objectif de répondre à des questions qui sont liées à l'éducation. Nous continuons nos questions. Comment forcer un enfant ou un adolescent à participer au culte de famille? Alors moi, je veux bien répondre à cette question. Déjà parce que ça sent le vécu, mais surtout parce que je la trouve intéressante. Mais je voudrais tout de même insister sur... je suis interpellée par la présence du terme « forcer » dans la question. À mon avis, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique éducative, lorsqu'on a pour rôle de construire des adultes équilibrés, éclairés, des adultes qui seront en capacité, en tout cas, de prendre des décisions pour leur personne, des décisions raisonnées, il faut éviter de forcer. Et surtout dans le domaine spirituel, parce que nous ne voulons pas que l'expérience spirituelle et religieuse de nos enfants soit de l'ordre du traumatique. Donc l'idée serait d'éviter de forcer. Alors pour être pragmatique, un parent qui se retrouve confronté, selon moi, et d'ailleurs vous allez me compléter s'il le faut, confronté à cette problématique d'un enfant qui refuse de participer au culte de famille, ce parent devrait, au lieu d'être dans l'imposition par la force du moment de ce culte de famille, devrait être dans le questionnement de comment on cherche
l'adhésion, comment acquérir son adhésion pour ce moment, comment susciter de l'envie pour ce culte de famille que nous sommes en train de vivre. Et tout à l'heure, Jaël parlait de la communication. Pour moi, il y a lieu de créer un espace d'échange où on poserait des questions simples à l'enfant. Pourquoi tu refuses de participer au culte de famille? Ou qu'est-ce qui te dérange dans ces moments-là? Par contre, quand on s'engage dans cette démarche, il faut aussi être suffisamment ouvert d'esprit pour entendre les remarques de l'enfant, les appliquer et apporter des remédiations. Parfois, c'est pas si simple. Moi, je me rappelle de ma mère qui chantait tous les matins « Oh mon Dieu, je cherche ta face » et qui, au final, quand on lui proposait autre chose, c'était compliqué à modifier parce que parfois, on a ritualisé le moment et il n'y a pas d'espace pour que l'enfant puisse donner des propositions, etc. L'idée, c'est vraiment que l'enfant trouve sa place. Et on trouve sa place quand on participe à la construction du moment, quand on est en capacité de faire des propositions et qu'on sent que les propositions sont retenues. Alors, il faut savoir aussi que parfois, le culte de famille, les enfants ne veulent pas y participer parce que, tout simplement, ce culte-là ne leur est pas adapté, parce que ça ne répond pas à leurs besoins qui évoluent au fil des âges, parce que ça ne répond pas à leurs préoccupations du moment. Donc, l'idée étant vraiment qu'ils participent, qu'ils deviennent acteurs. Et je tiens à dire que lorsqu'ils deviennent acteurs, on les apprend par là à devenir de vrais ambassadeurs, de vrais membres d'église qui seront des constructeurs demain. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans une dynamique où on critique seulement, mais on critique et on apporte aussi des apports pour améliorer les choses. Là, on devient de vrais acteurs. Voilà. Très bien. Intéressons-nous à nouveau maintenant à nos institutions scolaires. Face aux menaces qui sont de plus en plus pressantes au niveau du gouvernement français et du fossé qui est de plus en plus grand avec nos valeurs, quelles sont les garanties que nos écoles resteront toujours des écoles adventistes? Très très belle question. Alors j'ai envie de lancer une parole prophétique. Alors j'ai envie de dire que l'éducation adventiste se poursuivra dans l'éternité et que nous ne finirons jamais d'apprendre au contact du grand maître. Tant que nous resterons ancrés en Dieu, le charisme de nos écoles va demeurer. Pourrons-nous toujours continuer de bénéficier des subsides de l'État? Ça, je ne le pense pas. Le fossé idéologique deviendra trop important. Et lorsqu'on regarde l'actualité, il y a déjà des fissures irréparables et une crise de valeurs au sein de notre société. Il faut en permanence que nos dirigeants soient dans un questionnement permettant à la lumière de la Bible et sous le spectre prophétique d'analyser les situations, d'analyser les événements, d'analyser l'actualité. Notre institution doit toujours rester en veille juridique et rester à l'écoute des évolutions sociétales. On a parlé tout à l'heure du AAA et c'est un système d'accréditation AAA de l'Église adventiste qui est le garant de la pérennité de la philosophie de nos écoles. Donc il faut continuer à avoir ce dispositif qui permet de bien vérifier que nos écoles restent dans le droit fil. Nos institutions doivent demeurer fermes et inébranlables. Aucune compromission s'agissant de notre philosophie et de nos valeurs n'est possible. Le moment viendra où nous devrons revoir notre modèle économique. Et ça va faire mal. Nous affranchir de nos contrats avec l'État afin de préserver notre caractère propre. Plus que jamais, l'avenir se construit dès aujourd'hui. Merci Wendy pour cette intervention. Oui, mais j'ai envie d'ajouter à son intervention, il faudrait certainement se préparer. Est-ce que chacun, parents, membres d'église, ceux qui ont fréquenté aussi nos institutions, vous êtes prêts, nous sommes prêts à soutenir nos établissements scolaires, à nous préparer à les soutenir de telle sorte quand il y aura cette rupture, que nous puissions prendre le relais intégralement. Donc ça se prépare et nous sommes en train de réfléchir sérieusement à cette question. Ce ne sera pas l'affaire des autres, mais chacun doit se sentir concerné. Et ça se prépare maintenant. Effectivement. Alors, tu as évoqué dans ta réponse les institutions. Justement, parlons de nos institutions. Une question qui nous a été posée. Pourquoi tant d'écart entre les deux fédérations des Antilles
et la mission de la Guyane en matière d'infrastructure d'éducation. Que peut faire l'Union des Antilles et Guyane française pour réduire cet écart? Marie-André, nous t'écoutons. Il faut savoir, et je pense que nous devons être au clair là-dessus, qu'en matière d'infrastructure, c'est le territoire. Le territoire où est implantée l'école qui a un projet pour faire évoluer son établissement scolaire, qui fait un état des lieux. Si le AAA, la commission d'accréditation, est là pour accompagner, pour aider à voir ce qui ne va pas, mais c'est le territoire qui doit mettre en place un projet pour pouvoir réhabiliter, rénover, mettre au goût du jour. Et puis l'Union, suivant le projet, l'Union peut aussi contribuer, aider, mais le point de départ vient du territoire. Donc ce n'est pas l'affaire d'abord de l'Union, l'Union vient en support, mais c'est une démarche qui doit venir de la fédération, de la mission, qui doit avoir un projet, une vision pour son territoire, un projet de développement global et qui comprend aussi les infrastructures et qui soumet ce projet. Et l'Union peut faire même la démarche aussi au niveau de la division, de la conférence générale pour avoir des fonds suivant le projet. Peut aider aussi et peut demander aussi un soutien à d'autres personnes. Mais il faut le point de départ vient de l'endroit où est localisé l'établissement. Merci pour cette réponse. Et nous passons à un tout autre thème, en fait, qui sont les réseaux sociaux. Il est vrai que de nos jours, nos jeunes sont vraiment, on va dire, captivés par ces réseaux. Mais que faire pour prévenir l'addiction chez l'enfant ou chez l'adolescent? Et comment l'aider quand il est déjà sûrement addict? Alors, j'apporterai quelques éléments de réponse et bien sûr, notre psychologue va pouvoir enchérir si nécessaire. Si je peux. Alors, qui dit réseaux sociaux, déjà d'un point de vue positif, c'est rester en contact avec les autres en lien, être au courant des dernières informations, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux territoires, se présenter, s'exposer aux autres, se vendre. Mais aussi, dans la question, il y a les réseaux sociaux posés par rapport aux addictions. L'addiction, c'est quoi? C'est une dépendance qui entraîne une perte de contrôle, généralement aussi une période où on essaie de s'abstenir et ensuite on tombe dans de la rechute. Alors, ce sont des conséquences qui deviennent nuisibles pour soi, pour ceux qui nous entourent, notre équilibre émotionnel. Quand on parle d'addiction, c'est qu'il y a aussi un désir puissant, presque compulsif, de consommer la chose, de drogue et autres, ou encore de pratiquer une activité. Ici, dans le cadre des réseaux sociaux, c'est une consommation excessive des écrans, une surexposition aux écrans, une gestion inappropriée de son temps passé en ligne. Alors, addiction aux réseaux sociaux peut venir aussi en réponse à la question de plutôt. De toute façon, il y a des changements autour de moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je rentre, je trouve une échappatoire et je m'enferme dans quelque chose que je peux soi-disant maîtriser. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne met pas l'enfant en garde, on ne cherche pas à protéger l'enfant de son addiction aux réseaux sociaux, mais on va comprendre que l'enfant doit être conscient que sur Internet, il y a du danger. Donc la vigilance vient vis-à-vis des réseaux sociaux. Sensibiliser l'enfant au risque de santé mentale, physique, sommeil, vision, troubles de comportement, prise de poids ou encore isolement. Deuxièmement, fixer des règles de comportement. 1 heure d'écran le soir après l'école, par exemple, 2 heures le week-end, ou encore pas de téléphone dans la chambre quand on va dormir. Prévoir des activités hors écran avec la famille, limiter le temps passé sur les écrans, faire des temps de pause, surtout établir la confiance et la communication, et en toute chose, chers parents, restez informés des cyberviolences, etc. Restez au contact, savoir être au bout du jour pour pouvoir accompagner vos enfants. Jaël, je suis trop content d'avoir pu écouter ton exposé. Effectivement, puisque tu m'avais tendu la perche, je vais la saisir. Et je m'occupe aussi de ces questions et un petit point de vigilance pour les parents. Nos adolescents ne cherchent pas à faire des bêtises avec les outils numériques. Leur préoccupation, c'est d'exister avec d'autres adolescents qui, à leur époque, utilisent aussi ce support.
la majorité de vos gamins n'a pas une intention malveillante dans l'usage de ces moyens. Oui, Jaël l'a bien dit, il faut leur apprendre la maîtrise de soi en toutes choses, y compris dans l'utilisation de ces supports. Et pour en finir, souvenez-vous, une addiction résulte d'une problématique qui n'a pas été traitée. Ce n'est pas l'addiction qu'il faut d'abord prendre en considération pour traiter, mais c'est ce qui est à derrière. Oui, on va traiter le symptôme, mais il faut traiter la problématique qui a servi de support à l'entrée sur l'usage excessif des réseaux sociaux. Si on ne se pose pas cette question, tout ce qu'on va entreprendre va échouer parce que nous n'avons pas réglé le problème de fond. Très vrai. Merci Jaël, merci France pour ces éléments de réponse qui sont ô combien importants par rapport à la thématique que l'on vient d'aborder. Et chers téléspectateurs, nous arrivons à la dernière question de notre forum. Et pour répondre à cette question, je vais me tourner vers Franz. Chers téléspectateurs, vous ne le voyez peut-être pas, mais Franz a une très belle ceinture et épaisse. Peut-être l'a-t-il déjà utilisée en matière éducative. Ce qui m'amène à cette question, Franz. Quel est le rôle de la fessée dans l'éducation d'un enfant? Très très belle formulation. Quel est le rôle de la fessée? Tout le monde sait parfaitement. Tout moyen de coercition, donc de châtiment corporel, que ce soit la fessée, que ce soit pincer, que ce soit donner un coup de règle sur la main, que ce soit donner une calotte, lancer une chaussure, ok? Ce sont des moyens de châtiment corporel. Okay? Donc on a une grande palette de moyens de fessée. Hein? Donc il n'y a pas que baisser la culotte et donner un coup de bâton, toute cette chose. C'est pas que ça. Tous ces moyens sont un héritage. D'accord? Donc la fonction de ça, c'est évidemment de chercher à avoir du contrôle sur un enfant qui n'obéit pas ou qui ne rentre pas dans la logique de comportement qu'on souhaite. On est bien d'accord? C'est donc un moyen de pression qui utilisera, alors sur le plan historique, on a beaucoup plus utilisé ça dans les territoires où l'esclavage a existé. Ok? Vous savez bien comment la pression des maîtres pouvait s'exercer par les châtiments corporels. Bien. Donc nous avons un héritage direct de ça. La question n'est pas là. L'usage, donc, c'est d'essayer d'obtenir un résultat. Cette façon d'obtenir le résultat va mobiliser quelque chose dans le cerveau humain. Ça va mobiliser les noyaux gris centraux et en particulier ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Notre cerveau émotionnel est là pour enregistrer les expériences douloureuses et agréables, le thalamus, l'hypothalamus, l'amygdale, l'hippocampe. Chacune de ces structures a une fonction spécifique. Lorsque nous allons donner une fessée, nous allons produire une brûlure. Nous allons produire une douleur. Le cerveau émotionnel va mémoriser expériences douloureuses. Cherche à éviter. Donc, le gamin est censé se souvenir, si je fais ça, papa ou maman va utiliser ce moyen, ça va me faire mal. Ce moyen d'éducation n'enseigne pas, ne forme pas la responsabilité. Ça n'enseigne pas la question du choix. Je signale à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, mon Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Bible français courant, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. 2 points. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part. Et je place aussi devant vous la mort et la malédiction d'autre part. Choisis la vie. À aucun moment, mon Dieu n'a donné une fessée à nos premiers parents qui avaient désobéi. Il leur a dit, si tu manges, voilà ce qui va t'arriver. Donc, synthèse. À chaque fois qu'un enfant fait quelque chose, il faut lui annoncer la conséquence extrêmement liée à son comportement. Je vais l'illustrer. Un enfant vous manque de respect. Il dit une parole blessante. La meilleure conséquence pour cet enfant que Dieu lui infligerait, en pas écouter encore. Je ne t'écoute pas. Comment on dit en créole martiniquais? Pas écouter. Donc, si tu blesses quelqu'un, la meilleure des conséquences qu'on peut t'infliger, c'est que tu n'existes plus. On n'est pas là pour toi. Si par exemple,
si on a un travail domestique à faire à la maison, ok, c'est pas la peine de lui tomber dessus après en haut aussi. Tu avais une tâche à faire, tu l'as pas faite. Écoute, ce jour ne passera pas que tu n'aies pas accompli ta tâche parce que tu devras accomplir cette tâche avant que tu ailles profiter de jouer au football avec tes copains. Plus tard tu feras la tâche, plus tard tu pourras jouer au football et la partie sera déjà terminée. Si tu l'as fait pas. Donc, la conséquence est attachée au fait que j'ai mis devant toi le choix. Ou tu profites de ta partie de football, mais tu te dépêches pour faire la tâche. Ou tu n'es pas pressé d'en profiter, tu es capable de te frustrer, aucun problème. Moi aussi, je suis capable de te frustrer, tu feras ainsi. Ouais. Donc, choisir la conséquence et indiquer la conséquence pour que le gamin apprenne. Dans la vie, je roule trop vite, ça me coûte une prime, ça m'enlève des points sur mon permis, ça me coûte de l'argent, et un jour, je pourrais ne pas conduire la voiture. Il n'y a aucun gendarme qui donne des coups à personne sur la route. C'est ça. Les enfants ont besoin qu'on les fasse rentrer dans cette logique. C'est la logique de mon Dieu. Et c'est cette logique que je vous encourage à développer. On pourra vous y aider si ça vous intéresse. Et du coup, dans cette démarche que tu annonces, là, on est dans de la pédagogie et là, on forme des individus. Mais en fait, il n'y a aucune pédagogie dans la violence et dans la fessée. Un rapport de force. Exactement. Tout à fait. Eh bien, nous vous remercions, chers intervenants, pour toutes les clés que vous nous avez apportées aujourd'hui. Merci pour votre participation. Et nous laissons le mot de la fin à Marie-André Marcias, qui est la responsable de l'éducation à l'UAGF. Alors, nous venons de vivre un panel, un échantillon des problématiques, des préoccupations de parents, d'éducateurs, de personnes. Et nous vous remercions d'avoir répondu, d'avoir transmis ces questions. Nous avons fait au mieux pour y répondre. Et ce que nous attendons, c'est que dans la vie pratique, que cela vous serve pour vos enfants, pour vous-même, que vous ne soyez plus les personnes que vous étiez par les réponses que nous vous avons apportées. Nous avons tenté de faire tout au mieux et je veux vraiment remercier tous mes collaborateurs qui ont été là, les animateurs et tous les autres. Et le plus beau cadeau que vous feriez, chers téléspectateurs et auditeurs, c'est que ça suscite de la réflexion chez vous et que dans votre pratique, que vous puissiez revoir votre fonctionnement afin de permettre à vos familles, à vos enfants, à nos institutions scolaires d'être dans l'excellence et d'être en coopération avec Dieu, suivant le plan divin. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Donc, que ce ne soit pas un forum pour être un autre forum, mais que cela puisse porter du fruit dans notre vie. Voilà. Alors, afin de terminer ce moment que nous avons passé et qui, je pense, a été bénéfique pour chacun d'entre nous, nous vous invitons à prêter une oreille attentive à ce chant « Devenir meilleur » de la CSA Rama, suite à quoi nous allons prier avec le pasteur Jaël Valiamé-Noël. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est ton prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est ton prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Qui est
faire le bien. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui aide son prochain, qui prend plaisir à faire le bien, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, Donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Je vous invite à adopter une attitude révérencieuse là où vous vous trouvez en ce moment. Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Tu es le Maître par excellence, Créateur du ciel et de la terre, dispensateur de la vie, et nous te remercions de l'opportunité que tu nous as donnée de nous rassembler ici pour échanger autour de ces questions d'éducation. Tu as mis au cœur de plusieurs d'entre nous cette mission qui est d'accompagner chaque enfant, chaque jeune dans une croissance personnelle, spirituelle, mentale, physique également et sociale. Aujourd'hui, nous ne voulons que être des imitateurs de ce que tu as fait, Père. Imitateur du Christ dans sa relation aux autres alors qu'il est venu sur la terre. Imitateur du Saint-Esprit qui touche le cœur de chacun pour l'amélioration du caractère. Seigneur, nous sommes imparfaits et ce n'est que par ton nom seulement que nous pouvons oser penser que les choses que nous avons prononcées ici pourront impacter la vie de tout un chacun. Alors Seigneur, touche, guéris, transforme à salut. Nous avons pour espérance que chaque enfant franchira le seuil d'une de nos institutions scolaires puisse apprendre à te connaître. Que chaque adulte qui travaille au sein de nos institutions puisse être flambeau pour toi et être plus près de toi alors qu'ils accomplissent leur mission. Seigneur, nous avons pour espérance que là où tu as placé nos institutions dans la ville, dans le pays, que nous puissions rayonner pour ta gloire et que tous puissent savoir que tu es Dieu au-dessus de tout autre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit celui qui se confie en toi et dont l'Éternel est l'espérance.
Nous n'avons qu'un seul espoir, te voir un jour face à face. Tel est notre souhait et le désir de chacun, ici présent, au nom de Jésus. Amen. 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 Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.